Donc, notamment, elle m'a donné une technique, c'est ce que j'ai là, c'est ce que j'appelle les V-cards. Je prends des cartes de couleur comme ça, sur laquelle je vais marquer un mot ou une toute petite phrase qui est juste un déclencheur. Et je construis ma présentation comme ça. C'est-à-dire que pour chaque segment de ma présentation, j'ai une série de cartes. Alors, je sais que je vais avoir des cartes où je mets tout ce qui est émotion, des cartes où je mets tout ce qui est drôle, les illustrations, les contenus qui doivent faire « waouh », etc. J'utilise un code couleur. Et puis, sur chaque carte, je mets un mot qui me sert de déclencheur pour partir sur l'idée que je veux développer à ce moment-là. Et j'ai des sections, donc je pourrais te montrer une image. La conférence que tu as vue, que j'ai donnée à la FCP, c'était la première fois de ma vie que je donnais un format keynote, donc un format 20 minutes. D'habitude, moi je fais plutôt 1 heure, 3 heures, 3 jours. Oui, d'accord. Mais 20 minutes, c'était la première fois que je faisais ça, donc celle-là, j'ai demandé de l'aide à Christine Morlaix, qui est la présidente de l'association. Pas n'importe qui en termes de conférences en francophonie, et puis à Victoria. Et j'ai préparé notamment les cartes avec Victoria pour être sûr que la structure serait bonne et que j'allais me débrouiller dans ce format qui était nouveau pour moi, parce que le format purement motivationnel, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. En fait. C'est plus vraiment contenu, apport de valeur, résultat, comment faire les choses. C'est plus formation d'habitude ce que je fais. D'accord. Donc les cartes, c'est vraiment pour toi un super support accroche-mémoire pour savoir où tu veux te rendre, les différentes étapes à l'intérieur de ton discours. Les étapes. Les moments d'émotion, les moments de contenu, vraiment contenu pur. Voilà. Et les déclencheurs, c'est-à-dire un mot qui me déclenche sur l'idée. Et je sais qu'à partir du moment où j'ai juste à me rappeler de ce mot, et je sais que l'idée, je la connais, c'est mon contenu, je sais ce que je veux développer derrière. Ce qui est toujours flippant quand on est sur scène, c'est le trou, la page blanche, là, le trou noir. Où là, tout d'un coup, mince, c'est quoi que je dois dire ensuite? Et quand on démarre juste avec un mot, les idées, on les maîtrise. On déplie derrière. Le piège, c'est d'essayer d'apprendre tout par cœur et de faire des cartes avec des phrases entières. Ça, c'est vraiment Ça marche jamais. Non, ça marche pas. Non. Et puis, j'ai des cartes balises. Je sais pas, j'ai une image, j'avais pris en photo ce que j'avais préparé la veille à l'hôtel avant la conférence. J'ai des cartes balises où c'est les must-have. C'est-à-dire, je ne mets dans mon PowerPoint que les éléments qui sont indispensables à ma présentation. Comme ça, les autres éléments, si je me prends les pieds dans le tapis, si j'en oublie un, si j'inverse deux trucs, c'est pas grave, ils sont pas sur les PowerPoint. Très bien. Ah, ça, c'est super tuyau à retenir pour toutes les personnes qui parfois veulent mettre trop de choses sur les PowerPoint. Il n'y a pas besoin. Hein. On peut être concis. Ça dépend du format. En formation, j'ai des PowerPoint de malade. C'est du kilométrique, avec beaucoup de texte, avec beaucoup d'informations. En keynote motivationnelle, en keynote de format court, 20 minutes, 30 minutes, c'est hyper important d'être super clean et d'avoir... le keynote, ça veut dire quoi? Un keynote, c'est résumer tout en une idée, un point clé. Donc, s'il n'y a qu'un point clé, il n'y a pas besoin de PowerPoint kilométrique pour l'illustrer. exact. Ouais. Quelque part, c'est toi le PowerPoint. Oui, c'est ça. Avec beaucoup de patates, comme on l'a vu tout à l'heure. Très bien. Alors, on va parler forcément du storytelling, hein, puisque moi, c'est mon cœur d'expertise, on va dire. Donc, tu aimes raconter des histoires sur scène, tu le fais très bien. Tu aimes bien parler d'ailleurs des choses que tu as testées, qui n'ont pas marché. Enfin, tu parles très facilement, avec beaucoup d'humilité, de tes ratages, avec d'ailleurs beaucoup d'humour. Ça fonctionne bien, ça, toujours près du public. Et donc, je voulais savoir si pourquoi tu avais envie de partager ça, parce que finalement, c'est toujours la partie un petit peu qu'on a envie de cacher. Ça a que des avantages. Ouais. Alors, ça a que des avantages, sauf pour notre ego au fond de nous qui fait non, il faut montrer de toi une image brillante, parfaite et tout ça. Non, ça, c'est n'importe quoi. Ce qui fait que ça fonctionne au plan marketing, au plan vente et tout ça, quand on vend des idées, quand notre travail, c'est de gagner notre vie en vendant des idées. Oui. C'est personnel, les idées, c'est interne. Donc, ce qui fait que ça fonctionne, c'est la connexion personnelle qu'on établit avec les gens. À partir du moment où on a compris ça, on se rend compte que parler de ses échecs, de ses erreurs, des trucs ridicules qu'on a fait, il n'y a que à y gagner. Parce que les gens peuvent se dire « Ah ben ouais, il est comme moi au final. Il n'a pas des super pouvoirs pour faire ce qu'il arrive à faire. » Parce que alors bien sûr, on a un positionnement d'expert. Oui. Moi, sur mon marché en marketing internet, j'ai vraiment un positionnement de superstar, de gourou, de ce que tu veux. Donc, a priori, les gens vont se dire « Ah, il est complètement inaccessible ». Et leur montrer qu'on est juste quelqu'un de normal,
ça permet de contrebalancer ça et c'est vachement sympa comme effet. Et après, il n'y a pas que ça. Au niveau des effets de persuasion, c'est hyper important de montrer aux gens qu'ils peuvent y arriver aussi. Donc, il n'y a pas besoin d'être un super humain pour y arriver. Et de montrer qu'on est comme eux. C'est un des outils majeurs d'influence. Donc, j'ai beaucoup étudié les mécanismes psychologiques de l'influence. Donc, comment faire en sorte que les gens vous disent oui. Pas la manipulation, l'influence. C'est faire en sorte d'arriver à ce que les gens vous disent oui. D'accord ? Et en influence, un des outils majeurs, c'est ce qu'on appelle l'amabilité. Les gens sont... C'est ce qu'on appelle un déclencheur émotionnel, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on perçoit une personne comme étant comme nous, comme « Ah, celui-là, je l'aime bien, il est sympa », on est plus enclin à dire oui à cette personne. Alors, il y a plein de façons d'être aimable. On peut être célèbre, c'est une façon d'être aimable. Mais on peut être drôle, on peut être comme vous, on peut être passé par les mêmes étapes. On peut s'être vautré lamentablement et ça fait rigoler. On peut être humble, on peut admettre ses erreurs. Et donc, parler de ses ratés, de ses ratages, des trucs qu'on a fait qui n'ont pas marché, c'est vraiment une très bonne façon de le faire. C'est un point classique dans les structures que j'enseigne, dans les structures de rédaction. C'est ce que j'appelle la solution commune imparfaite. C'est le truc que j'ai essayé mais qui n'a pas marché. C'est ça, oui. D'accord. Le truc auquel tout le monde pense spontanément quand on veut résoudre tel problème. Et donc, je vous raconte comment moi j'ai essayé ma version de ce truc-là et comment ça a complètement pas marché du tout. Mais après, j'ai trouvé un truc qui, lui, fonctionnait beaucoup mieux. D'accord. Et donc les histoires, tu as toujours mis des histoires dans tes prises de parole. C'est quelque chose que tu fais un peu naturellement, parce que le storytelling est arrivé en France finalement il y a très peu d'années. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu, mais en France, pas trop. En tout cas, dans le milieu corporate et dans le milieu business, ça commence à poindre, on va dire. Mais toi, d'instinct, tu as senti qu'il fallait que tu racontes des histoires, que tu parles de ton vécu? Pas d'instinct. Pas d'instinct, mais je me suis formé, si tu veux, quand j'ai commencé à vouloir vendre mes DVD tout seul comme un grand aux orthophonistes, je me suis dit, il faut que j'apprenne à le faire. Il y a certainement des gens qui sont passés par là avant et qui ont trouvé des recettes qui marchent, je vais essayer de les trouver. Donc je me suis formé au marketing par Internet. Et là, tout de suite, j'ai entendu parler de storytelling parce que ça fait partie des outils complètement incontournables, ça fait partie de la base du marketing, c'est de pouvoir raconter efficacement des histoires. Alors, il y a tout un tas de raisons pour ça, notamment le fait que c'est fondamentalement notre cerveau, le cerveau humain, raconte des histoires en permanence. C'est la façon dont il encode notre mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve la nuit? Qu'est-ce qu'on fait? On se raconte des histoires. La façon dont on se rappelle des événements, comment est-ce qu'on s'en rappelle? En se racontant des histoires. Avant qu'on ait inventé l'écriture, comment fonctionnait la transmission culturelle? En se racontant des histoires. C'est comme ça que fonctionne notre mémoire. D'accord? Donc si on veut être mémorable, c'est plus efficace de raconter des histoires. Et donc moi, je me suis formé au marketing et tout de suite, j'ai été confronté à cette notion de storytelling, de raconter des histoires pour que ce soit efficace. Et en tant que client, sur tout un tas de produits que j'avais achetés, je suis revenu en arrière et j'ai vu que les trucs qui vraiment m'avaient motivé, où j'étais content de mon achat et où j'aurais défendu le vendeur, vraiment, systématiquement, il y avait une caractéristique commune, c'est que cette personne-là m'avait expliqué comment elle avait inventé le truc, comment elle avait inventé le produit, comment c'était né. D'accord. Donc là, j'ai fait OK, bonne méthode, ça marche, je vais apprendre à faire ça. Et j'ai appris à la fois aux États-Unis et j'ai eu la chance de très bien connaître Christian Godefroy, qui était le meilleur copywriter francophone qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Oui. Très bien. Et alors, bien sûr, tu fais des conférences live, mais tu fais aussi beaucoup de prises de parole de par ton métier devant la caméra. Donc, tu dirais, toi, en tant qu'orateur, c'est quoi la différence fondamentale entre prendre la parole devant un public, prendre la parole devant une caméra, un petit œil noir qui nous regarde, c'est assez froid. Donc, voilà, est-ce que tu te prépares différemment? Est-ce que, en termes d'énergie, même d'énergie physique, est-ce que y a une grosse différence pour toi? En termes d'énergie, je me prépare à peu près pareil. Oui. La patate, beaucoup boire, beaucoup s'hydrater, enfin, vraiment faire attention pendant les 2 jours qui précèdent, quand je fais un gros tournage pour un lancement ou quand je vais faire une prise de parole en public, les 48 heures avant, je plaisante pas avec mon hydratation. Je mange pas de frites, de la salade, des légumes, enfin voilà, c'est le b.a.-ba de la physiologie de notre corps pour que il n'y ait pas trop de stress et qu'on fonctionne bien et voilà. Bon, ça c'est
la base de la base. Mais derrière, la différence, elle va dépendre des personnes, je pense. Il y a des personnes qui sont très à l'aise face caméra, incapables de se mettre sur une scène. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est plus facile sur une scène, je trouve. Parce que sur une scène, on a des gens en face. On peut fixer, on peut observer des réactions. On peut voir les réactions. Oui. On a l'énergie de l'audience. On a l'énergie de l'audience. Ouais. Donc, c'est interactif. C'est plus facile. C'est plus casse-gueule parce qu'on n'a pas on peut pas couper. On peut pas couper au montage. Oui. Mais ça pardonne plus. C'est-à-dire que les gens, ils le savent. On est sur scène, si on bafouille un petit peu, machin, c'est pas grave. Alors après, si on bafouille face caméra, c'est pas grave non plus, mais ça, c'est difficile à faire passer. Je sais que c'est un truc sur lequel il faut que j'insiste auprès de mes clients, qu'une bafouille, c'est pas grave. Oui. C'est plus naturel, au contraire. Oui. Bon, les grosses bafouilles, les trous noirs tout d'un coup bloqués ou les gros problèmes, là, il faut y faire quelque chose. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Oui, clairement, il y a des différences. Mais en termes d'énergie, moi, j'essaye de mettre la même énergie. Et si je devais tout résumer autour d'une notion, c'est l'intention. C'est qu'est-ce qu'on dit et pourquoi on le dit. Enfin, oui. Quel est le message qu'on veut faire passer? Quelle intention est-ce qu'on a?